Bonjour chers élèves, bienvenue dans ce cours de français qui porte aujourd'hui sur un exercice d'application portant sur la littérature africaine coloniale. Alors, ce cours vous sera développé par M. Baldé Amadou, enseignant des cours de français dans les classes du lycée. Et les explications que je m'apprête à donner concernent précisément les élèves de la 12e année, sciences sociales, sciences expérimentales et sciences mathématiques, c'est-à-dire toute option confondue. Alors, le sujet ou l'exercice ici porte sur cette affirmation dans laquelle on dit ceci. La littérature africaine coloniale est une littérature d'engagement et de révolte, mais aussi celle de l'affirmation d'une identité culturelle bafouée. On demande de démontrer la véracité de cette thèse ou de cette affirmation. Alors, chers élèves, après avoir suivi les explications sur la littérature africaine coloniale en termes de définition, en termes d'interprétation et d'explication, ici, c'est une affirmation qui est posée, une idée d'un auteur qu'on nous demande de démontrer. La démonstration, c'est comme le libellé justification. En quelque sorte, démontrer que ce qui a été dit dans l'affirmation ou entre ces guillemets-là est une idée vraie, est une idée bien fondée. C'est ce qui est exactement dans la littérature africaine coloniale. Alors, d'abord, on va relire encore la citation. Lorsqu'on lit littérature africaine coloniale, il faut savoir qu'il s'agit, littérature africaine coloniale, qu'il s'agit de cette littérature qu'on a développée sous l'ère coloniale, pendant que l'Afrique était sous domination, pendant que l'Afrique était sous exploitation. C'est en ce moment que cette littérature a été développée. Et vous vous rappellerez que la littérature est définie comme étant l'ensemble des productions littéraires, écrites et orales qui reflètent les réalités sociopolitiques, économiques et culturelles d'une société donnée à un moment donné de son évolution. Alors ça, c'est un rappel pour vous en ce qui concerne la littérature. Maintenant, lorsqu'on dit littérature africaine coloniale, on a précisé la période, on a précisé le moment. Ici, il s'agit de l'ensemble des productions littéraires. C'est l'ensemble également des réalités de l'Afrique se retrouvant dans les romans, se retrouvant dans les productions littéraires et qui traduisent la vision du peuple africain ou les réalités du continent africain. Alors on dit que cette littérature dont on parle, littérature africaine coloniale, qu'elle est composée de deux volets, qu'elle a deux directions, deux orientations. C'est que la première orientation dans la littérature africaine coloniale, c'est que c'est une littérature d'engagement et de révolte. Comment pouvons-nous démontrer cela dans nos argumentations? Suivez attentivement parce que c'est ce qui doit être dans le développement que je développe là, afin que vous ayez une facilité dans la rédaction. Alors, lorsqu'on dit que la littérature africaine coloniale est une littérature d'engagement et de révolte, ça c'est la première idée parce qu'on dit « mais », c'est que c'est une conjonction. Mais est un connecteur, disons, qui associe ou qui contradit, disons, une idée. Alors, littérature d'engagement et de révolte. Alors, lorsqu'on le dit, on peut valablement le démontrer. La première facette ou la première partie de la littérature africaine coloniale porte sur l'engagement et la révolte. Comment ça s'explique? C'est que les auteurs africains, à un moment donné de leur, travail, se sont mis à critiquer. Ils se sont engagés d'abord, ils se sont révoltés contre le système colonial. Et le premier à donner le ton, c'est René Maran. René Maran publiera un ouvrage intitulé Batouala.
dans l'année 1921. Donc, René Maran donnera le ton par rapport à cette littérature d'engagement et de révolte. En tant qu'administrateur colonial dans la colonie de l'Oubangui-Chari, actuelle République centrafricaine, René Maran, la journée travaille, la nuit se met à écrire pour traduire les réalités que le peuple de l'Oubangui-Chari subissait avec l'administration coloniale. Alors, l'ensemble de ces réalités se sont retrouvées dans l'ouvrage intitulé Batouala. C'est pourquoi, lors de sa publication en 1921, ce roman a été, disons, a eu l'effet d'une bombe parce que ça a en quelque sorte éclaté dans tous les milieux intellectuels ce sentiment de révolte, ce sentiment d'engagement, parce que Batouala est un roman d'engagement. Batouala est un roman de révolte. Batouala est un roman disons, de critique et de dénonciation du système colonial dans toutes ses facettes. Alors quand on est, disons, intellectuel, ou même si l'on ne l'est pas, quand on est un homme, disons, qui a du cœur, qui bat pour le peuple africain et qu'on lit Batouala, nous sommes révoltés et nous sommes appelés à nous engager, à, disons, à critiquer encore plus le système colonial et à proposer des solutions pour que le peuple africain voilà, retrouve le bonheur qu'il a tant souhaité et que tout peuple souhaite dans ce monde. Alors, le roman Batouala s'inscrit dans la logique des romans d'engagement et de révolte face au système colonial. Mais René Maran, avec son ouvrage Batouala, n'est pas le seul. Vous avez par exemple Ferdinand Oyono, qui a écrit le roman Une vie de boy, et en même temps le roman Le vieux nègre et la médaille. Ce sont des romans dans la littérature africaine coloniale qui expriment la révolte et l'engagement du peuple africain. Donc, je le réitère. Par exemple, prenons le cas de Une vie de boy. Une vie de boy. Ça, c'est de Ferdinand Oyono. Ferdinand Oyono critique le système colonial. Il s'engage à dénoncer, il se révolte, il est révolté contre l'injustice sociale. Il est révolté contre les sévices corporels, puisque dans le roman, le personnage principal, Tundi, va subir un sévice corporel. Donc, il est révolté, il est engagé à dénoncer le système colonial. C'est dans la même situation qu'il écrira Le vieux nègre. Le vieux nègre et la médaille. Là, le personnage, c'est le vieux Meka, un vieux qui a participé à la Première Guerre mondiale et dont les deux fils ont également participé à la Seconde Guerre mondiale, mais malheureusement qui avaient laissé leur vie au cours de cette guerre. Également, ce même vieux Meka a donné ses terres à l'Église catholique, disons, à l'époque, pour que l'on construise des églises sur ces terres. Alors, il a beaucoup fait pour la France. On va décider de le médailler, mais c'était pour se moquer de lui, c'était pour l'humilier, c'était pour le rabaisser davantage au sein de sa communauté. Donc, ces auteurs sont des auteurs révoltés, sont des auteurs engagés. C'est dans le même cadre que Ngugi wa Thiong'o, un auteur kényan, s'inscrit avec son ouvrage intitulé Weep Not Child, traduit en français Ne pleure pas mon enfant. Lui aussi, il dénonce, il critique, il se révolte contre la confiscation des terres du peuple kényan par rapport, n'est-ce pas, par les colonisateurs qui se sont appropriés de toutes les meilleures terres et ont laissé les terres pauvres qui ne produisent pas aux pauvres populations noires. Donc, ce sont des romans de révolte et d'engagement. On ne peut pas finir de les citer, mais retenez Batouala de René Maran, Une vie de boy et Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono, Weep Not Child de Ngugi wa Thiong'o. Ce sont des romans
qui expriment la révolte et l'engagement des auteurs africains dans la littérature africaine coloniale. Donc, dans le développement, on peut valablement recourir à ces romans-là pour étayer nos argumentations, pour qu'elles soient beaucoup plus soutenues. Alors ça, c'est la première facette de la citation. Les arguments-là, vous les développerez voilà, dans le cadre de, disons, de l'idée où on dit la littérature africaine coloniale est une littérature d'engagement et de révolte. Mais on ajoute encore en disant, mais aussi celle de l'affirmation d'une identité culturelle bafouée. Alors, l'affirmation de l'identité culturelle bafouée, c'est également une partie de la littérature africaine coloniale qui a été largement développée, qui a permis aux auteurs africains de faire valoir la culture africaine, de la vendre, de l'exporter, de la montrer aux yeux du monde dans toutes ses facettes, dans sa grandeur, dans toutes ses idées. Alors, ça a commencé avec les mouvements. Vous prenez les mouvements, disons, et les revues. D'abord les revues avant les mouvements. Vous prenez les revues Légitime Défense, Le Monde Noir, L'Étudiant Noir. Ce sont des revues qui ont commencé à partir des années 30 avec des étudiants de l'époque, Césaire, Senghor, Damas, Étienne Leroux, donc René Ménil. Donc, ils étaient nombreux des étudiants noirs, soit venant de l'Afrique ou des Antilles, qui s'étaient réunis dans des revues dont l'objectif était d'affirmer l'identité culturelle de l'homme noir. Quelle était la nécessité d'affirmer cette identité? Vous le savez et vous vous rappellerez que le blanc avait traité le noir comme un barbare, un continent où il n'y a rien, où il n'y a absolument rien, où en quelque sorte il n'y a que des danseurs, des barbares qui n'ont rien apporté. Alors, étant des intellectuels, ne pouvaient plus croiser les bras, entendre ces contre-vérités se développer à travers la planète sans qu'ils ne réagissent. Ils ont créé des revues dans lesquelles ils ont écrit pour affirmer l'identité culturelle de l'homme noir aux yeux du monde, pour que le blanc reconnaisse que le noir, c'est aussi un homme cultivé, c'est aussi un homme, disons, qui a une valeur culturelle qu'on peut valablement comparer à d'autres valeurs culturelles. Donc ce n'est pas que le blanc qui est civilisé, ce n'est pas que le blanc qui est cultivé. Le noir aussi a une culture. Comme disait Théodore Monod, le noir est civilisé jusqu'à la moelle des os. En quelque sorte, nous sommes un peuple cultivé et civilisé. Et l'objectif de ces revues était d'affirmer cette identité culturelle qu'on a bafouée, qu'on a piétinée, qu'on a négligée. Après, il y a eu le mouvement de la négritude. Le mouvement de la négritude qui est venu concrétiser l'ambition de ces revues qu'on a créées au début des années 30. Voilà, ce mouvement de la négritude est venu tout couronner pour chapeauter désormais le combat disons, des écrivains, le combat de ceux qui voilà, se battent pour l'Afrique, de ceux qui se battent pour l'identité culturelle de l'Afrique. Ce n'est pas que ces mouvements ou ces revues. Il y a le roman de Aimé Césaire, disons, le recueil poétique intitulé Le Cahier des retours au pays natal. Le Cahier des retours au pays natal est un ouvrage qui revendique l'identité culturelle de l'homme noir. C'est comme le roman L'Enfant noir de Camara Lai. Donc, le roman L'Enfant noir de Camara Lai également s'inscrit dans une dynamique d'affirmation de l'identité culturelle de l'homme noir. Donc, il n'y a pas que, disons, ces romans-là, il y en a assez, mais ce qu'il faut retenir, c'est que disons, ce sont les deux orientations-là dans la littérature africaine. Un, c'est une littérature de révolte et d'engagement. Deux, c'est une littérature d'affirmation de l'identité culturelle de l'homme noir. Alors, en résumé, en ce qui concerne cette affirmation, vous devez, disons, contextualiser, parce que ici, le cadre dans lequel on s'exprime, c'est la littérature africaine coloniale. Il faut savoir ce que c'est cette littérature africaine coloniale. Et dans le développement, vous allez recourir aux arguments que nous venons de développer. Vous développez les idées selon lesquelles la littérature africaine est une littérature d'engagement et de révolte avec des exemples précis. La littérature africaine est une littérature d'affirmation de l'identité culturelle bafouée avec des exemples précis. Donc, avec ces arguments,
vous parviendrez valablement à convaincre votre correcteur et à pousser, n'est-ce pas, disons, une admiration pour votre traité. Donc, je vous exhorte à bien revoir le sujet et à appliquer le plan de la dissertation. On ne revient pas sur ça ici parce qu'on l'a déjà fait. La dissertation avec ses étapes, la dissertation avec ses sous-parties. Donc, vous devez appliquer cela et montrer à quelqu'un de plus proche de vous, intellectuel, qui peut valablement recourir, n'est-ce pas, aux arguments que vous avez développés pour apporter une correction. Alors, arrivé à ce point de nos explications, je vous demande de redoubler d'efforts et de revoir tous les cours que nous avons développés ensemble et disons, de vous concentrer sur l'essentiel. Je vous remercie pour votre aimable attention et nous nous retrouvons pour un prochain cours. Merci.